Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Acheter une maison neuve devrait être synonyme de paix d'esprit. Pourtant, plusieurs histoires de bâtiments résidentiels récents aux prises avec d'importants vices de construction ont fait les manchettes aux quatre coins du Québec dans les dernières semaines. Avec le journaliste Zachary Goudreau, on expose les causes structurelles de ce problème aux impacts majeurs. Bonjour Zachary. Bonjour Philippe. Zachary, fait étonnant, tu nous expliques aujourd'hui pourquoi ça peut être parfois plus difficile d'assurer une construction résidentielle récente plutôt qu'un bâtiment plus âgé. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est qu'on peut trouver souvent des vices de construction là, dans les constructions récentes. Qu'est-ce que c'est un vice de construction? La définition officielle, là, c'est un défaut grave qui affecte la qualité de la construction. Souvent, ça peut être des problèmes d'isolation ou de structure qui peuvent entraîner des infiltrations d'eau, qui peuvent affecter plusieurs logements en même temps. Ça peut être des enjeux structurels. Ça peut affecter la solidité ou la stabilité du bâtiment et parfois même ça entraîne l'évacuation là, des occupants. Donc, c'est pas les petits pépins, c'est pas une porte qui ferme mal ou un joint qui est mal tiré. Là, on parle de trucs très importants. Là. C'est ça. On parle de dommages majeurs qui entraînent généralement des dépenses majeures pour réparer les pots cassés. D'accord. C'est un problème qui existe depuis longtemps, mais qui inquiète de plus en plus les assureurs. En fait, en décembre dernier, l'Autorité des marchés financiers disait constater là, que plusieurs compagnies d'assurance avaient resserré leurs normes de souscription concernant en particulier les immeubles récents, alors même parfois jusqu'à refuser là, d'assurer ce type de bâtiment, donc les bâtiments neufs, parce qu'il y avait trop de risques là, qu'il y ait des sinistres causés la plupart du temps par des vices de construction. Donc ça peut aller loin parce que là, si un syndicat de copropriété n'arrive pas à assurer son bâtiment, là, ça peut vraiment être problématique. Oui, c'est compliqué à gérer à la suite. Là. Exactement. Bon, moi, j'ai acheté et vendu une maison sans pépins, heureusement, là, je touche du bois. Mais concrètement, qu'est-ce qui arrive quand les gens trouvent des vices de construction dans les murs de leur propriété? Comme je disais, ça peut prendre quelques années, mais après un certain temps, les propriétaires peuvent constater de la moisissure, des infiltrations d'eau, des dommages à la structure. Parfois, ça peut même être des fissures là, dans les murs. Là. Et à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de contacter l'entrepreneur ou le promoteur et d'essayer de s'entendre avec lui pour qu'il fasse les réparations nécessaires. Et quand ça ne fonctionne pas et qu'on n'est pas couvert par une assurance, la plupart du temps, ça doit se rendre là, à des recours judiciaires. J'ai d'ailleurs discuté avec une propriétaire là, dans un immeuble à condo de Longueuil pour qui les vices de construction, c'est devenu un véritable cauchemar. Son bâtiment a été construit en 2015. 2 ans plus tard, il y a un inspecteur qui s'est rendu sur place et qui a noté des dizaines là, de déficiences, là, pour reprendre les termes utilisés par la propriétaire. Donc, il y avait des problèmes de moisissure dans le garage intérieur en raison d'une dalle de béton qui était mal isolée. Donc, l'eau là, s'infiltrait puis ça a créé de la moisissure. Il y a eu plusieurs autres problèmes là, d'isolation dans le bâtiment. Et suite à ça, les primes d'assurance sont montées en flèche au point où les propriétaires ont dû entamer des procédures judiciaires là, pour essayer que leur bâtiment soit réparé rapidement. D'ailleurs, le recours judiciaire contre l'entrepreneur, c'est souvent la seule option là, qui s'offre aux syndicats de copropriété qui se retrouvent dans des bâtiments qui ne sont plus assurables après des vices de construction. Il y a d'autres situations aussi un peu partout au Québec similaires que tu as notées. Il y a eu des cas médiatisés tout simplement incroyables. En fait, les cas les plus frappants, ce sont des promoteurs qui vont répéter le même vice de construction dans plusieurs bâtiments construits en même temps. Un des cas les plus récents, c'est celui des faubourgs Boisbriand. Il y a des propriétaires de 162 condos qui ont dû être évacués parce que le même vice de construction se retrouvait dans 27 bâtiments réalisés par le même promoteur. Et là, les copropriétaires sont rendus à devoir payer en tout, là, ensemble, environ 54 millions pour réparer les dégâts. C'est plus que la valeur de chacune de leurs propriétés. Il y a un autre cas presque aussi impressionnant à Saint-Jérôme là, de 48 propriétaires qui devaient avancer chacun 200 000 $ pour faire réparer leur condo, là, dont les vices de construction ont été constatés l'an dernier. 200 000 $.
Et oui, et là, dans le cas de ces propriétaires-là, c'est un vice de construction qui s'est manifesté 30 ans plus tard. Donc, ça montre que parfois, c'est un peu une boîte de Pandore. Là. On achète, on pense qu'il n'y a pas de problème, et éventuellement, le problème surgit, exact. Décrocher la une revient après ceci. Et là, Zachary, tu as été capable d'identifier des causes probables à ce problème de vice de construction dans les nouveaux bâtiments. Oui, j'ai parlé à plusieurs acteurs du milieu de la construction, des entrepreneurs, des architectes, plusieurs ordres professionnels. Une des premières causes là, qui a été soulevée, c'est le manque de surveillance des chantiers. C'est-à-dire que l'inspection d'un chantier résidentiel par la Régie du bâtiment du Québec n'est vraiment pas automatique. Mm-hmm. En fait, c'est seulement une toute petite partie là, des chantiers qui sont inspectés par cet organisme provincial. En 3 ans, entre 2017 et 2020, la Régie du bâtiment avait inspecté seulement 7% des chantiers là, des 20 449 entrepreneurs généraux. Donc, c'est vraiment juste, on y va un peu au hasard. C'est l'impression que ça donne. Mm-hmm. Ce n'est pas ce que la Régie va dire, mais ce qu'on comprend, c'est que ça demeure qu'une grande partie des chantiers ne sont pas inspectés. Oui, 7%, c'est minime. Là. Oui, exactement. Et c'est pour ça que donc, quand j'ai contacté certains entrepreneurs en construction, dont Carl Thériault, qui est dans la région de Portneuf, près de Québec, il me disait un peu à la blague là, que souvent, il y a des inspections qui se font à la fin des chantiers, inspection visuelle, mais on ne peut pas voir à travers les murs. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Donc, effectivement, il peut y avoir plusieurs problèmes de plomberie, de structure, qui peuvent être difficiles à voir quand tous les travaux sont terminés. Oui, dans le fond, c'est comme quand on achète une maison, là, l'inspection est essentielle, mais c'est un peu frustrant parce qu'on peut juste voir ce qui est brisé d'un point de vue visuel et pas ce qu'il y a à travers l'autre bord du gyproc. Là. Exact. Et d'ailleurs, M. Thériault était loin d'être le seul à recommander ces inspections-là. Le président du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, Yves Jolicoeur, me disait que ça fait des décennies même qui presse le gouvernement du Québec de mettre en place une surveillance obligatoire des chantiers menée par l'État, comme ça se fait notamment en Ontario et dans d'autres provinces au Canada. Et là, selon ce que tu as découvert, ce ne sont pas tous les propriétaires qui sont protégés de la même façon devant les vices de construction. Oui, en fait, les propriétaires qui demeurent dans des bâtiments de 4 logements et moins sont beaucoup mieux protégés parce qu'ils peuvent bénéficier d'un règlement mis en place par le gouvernement du Québec qui leur permet d'avoir accès à un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Bon, qu'est-ce que ça fait, ce plan-là? Il est administré depuis 2015 par un organisme à but non lucratif qui s'appelle Garantie de construction résidentielle. Et depuis, il a eu des impacts concrets. Là, dans les dernières années, le nombre d'inspections réalisées par l'organisme a beaucoup augmenté, au point où en 2022, là, c'est près de 80% des chantiers sous la charge de l'organisme qui ont été inspectés. Et le nombre de non-conformités constatées pendant ces visites-là a diminué de 54% depuis 2017. Oui, 80% d'inspection versus 7%, on est loin. Là. Oui, exactement. Le seul problème, c'est que ça s'applique, encore une fois, à seulement une partie des bâtiments. Est-ce qu'on sait pourquoi le règlement vise particulièrement les constructions de 4 logements au moins, donc des petits bâtiments, alors qu'on sait qu'à Montréal, c'est plus des gros projets qui sortent du sol? Effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal dans le contexte là, immobilier d'aujourd'hui, mais le règlement, lui, a été mis en place en 1999 à une époque où on construisait globalement au Québec beaucoup moins là, de grands bâtiments. De grands projets. Là. Exact. Le programme était d'abord administré par des associations représentant les constructeurs et les entrepreneurs en construction. Et comme je disais, il a été mis à jour ensuite en 2015 pour être appliqué par un organisme à but non lucratif. Mais encore aujourd'hui, malgré ces changements-là, le plan de garantie ne s'applique qu'aux bâtiments de 4 logements et moins, là, ce qui peut effectivement être un peu paradoxal quand on parle de plus en plus de densité, de l'importance de contrer l'étalement urbain. Et d'ailleurs, la RBQ, la Régie du bâtiment, m'a dit en entrevue qu'elle reconnaît là, que ce plan de garantie, qui date d'une autre époque, mériterait d'être vu. Jusqu'ici, Zach, tu nous parlais du manque de surveillance sur les chantiers. Mais est-ce que tes entrevues ont permis de mettre le doigt sur une autre cause derrière les vices de construction qui se multiplient dans les nouveaux immeubles résidentiels? Oui, une des causes à la source, en fait, c'est le manque de formation des entrepreneurs généraux. On sait que le rôle, quand même, d'un entrepreneur général, c'est un peu celui d'un employeur qui supervise les employés sous son contrôle. Et le manque de formation pour ce type de profession-là a vraiment été décrié par des entrepreneurs eux-mêmes que j'ai contactés. Et en ce moment, ça consiste en quoi exactement la formation des entrepreneurs généraux? En fait, il y a plusieurs chemins possibles pour devenir un entrepreneur général. Les deux plus communs
sont d'abord de suivre une formation qui est offerte par différentes écoles privées, certaines associations de constructeurs, et par la suite de suivre un examen à la Régie du bâtiment du Québec. Mais c'est aussi possible d'aller directement passer son examen à la Régie du bâtiment du Québec. Sans cours. Sans cours, là. Il y a un entrepreneur à qui j'ai parlé qui me disait « Toi, Zachary, si tu voulais, demain matin, tu pourrais aller passer ton examen, puis si tu as lu suffisamment sur le métier, tu pourrais potentiellement le passer. » Tu pourrais rénover ma maison, donc. Exact. Ah, ben, on s'en reparlera. Exactement. Dans les dernières années, d'ailleurs, c'est la majorité écrasante des gens qui ont choisi de passer directement un examen pour obtenir leur licence. Ils sont plus de 17 500 à avoir choisi cette voie-là entre 2018 et 2020, contre 7 300 là, qui ont d'abord suivi un programme de formation reconnu. Presque 3 fois moins. Là. Exactement. Or, il n'y a pas de prérequis, là, comme je disais, pour passer cet examen. Tu pourrais le passer, Philippe, si tu voulais. Je ne sais pas si tu as des connaissances en construction, d'ailleurs. J'ai un tournevis ou deux. Là. Quand même. Et donc, bon, une fois que tu aurais passé cet examen-là, donc, tu pourrais te retrouver dans un rôle de supervision d'un chantier, même si tu aurais peu d'expérience. Ce qui est particulier, là, comme me disaient certains entrepreneurs, c'est qu'on force les électriciens, les plombiers et d'autres... corps de métier. Et d'autres corps de métier, exactement, à suivre là, une formation, à passer un examen et donc à respecter beaucoup plus de critères que leur employeur dans bien des cas. Et d'ailleurs, de plus en plus, en particulier depuis la pandémie, même les employés sont de moins en moins formés. C'est une situation là, qui inquiète les associations syndicales parce que, bon, en 2021, on a créé ce qu'on appelle les bassins, ce qui permet à des aspirants employés dans le milieu de la construction d'entrer directement dans le milieu. Il y a quand même certains critères à respecter, mais sans avoir une formation professionnelle. Donc, on peut simplement s'engager à travailler 150 heures pour le même employeur et avoir un secondaire 3 ou 4. Donc, c'est quand même des exigences assez limitées. Tandis que les employés qui, eux, ont un DEP ont diminué dans les dernières années. Donc, c'est deux courbes là, qui se croisent. Et ça inquiète, là, comme je disais, là, plusieurs associations syndicales qui disent que ça risque d'augmenter les enjeux de santé et de sécurité au travail et potentiellement les vices de construction. Oui, la qualité va en pâtir. Exact. Si on revient aux entrepreneurs généraux, comment la Régie du bâtiment justifie le manque d'encadrement dans la formation? Bien, un des points qui a été soulevé par son porte-parole, lorsque je lui ai parlé, c'est que l'examen n'est pas si facile que ça pour devenir entrepreneur en construction. C'est eux qui le disent. Là. Oui, parce qu'il y a quand même un taux d'échec de 40 %. Donc, l'argument, c'est que c'est pas n'importe qui peut passer cet examen-là. Mais quand même, il y a des reprises. Hein? Donc, si on échoue l'examen, on peut le repasser. Et d'ailleurs, la vérificatrice générale du Québec, en 2021, soulignait que la RBQ modifie peu ces versions d'examen. Donc, ça augmente potentiellement le risque que des candidats connaissent d'avance les questions à leurs examens, ben oui. Ce qui pourrait nuire là, à une évaluation rigoureuse et efficace des connaissances. Et justement, la vérificatrice générale du Québec constatait que les mêmes versions d'examen ont été utilisées depuis 2008 pour 9 des 15 examens les plus fréquemment utilisés là, pour évaluer les compétences des candidats là, voulant devenir entrepreneurs dans la construction. Donc, c'est quand même assez fréquent là, qu'on utilise les mêmes versions d'examen. Zachary, on a parlé un peu plus tôt de pistes de solutions pour régler certains problèmes de l'industrie. Est-ce qu'on réfléchit à d'autres choses, tant pour la formation que pour les inspections? Oui, en fait, la Régie du bâtiment m'assure qu'il y a une réflexion qui est en cours pour revoir notamment le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'appliquer aux bâtiments de plus grande taille. La Régie envisage aussi d'obliger les entrepreneurs de la construction à suivre une formation initiale avant de passer leur examen pour obtenir une licence. Donc, on a quand même mis l'an passé des formations continues obligatoires qui ne s'appliquent pas à tous les entrepreneurs, mais ce qu'envisage de faire la Régie du bâtiment, c'est d'obliger les entrepreneurs en construction à suivre une formation initiale avant de passer leur examen. Et finalement, la Régie du bâtiment m'assure qu'elle envisage aussi de mettre en place une surveillance obligatoire des chantiers, mais tout ça va prendre du temps. Il n'y a d'ailleurs aucun échéancier encore déterminé là, pour la mise en place de toutes ces mesures-là. En tout cas, Zachary, on va garder nos emplois de jour, je pense, et on ne deviendra pas entrepreneurs généraux pour le grand bien de nos auditeurs, ça c'est certain. Merci beaucoup d'être passé au balado. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je
Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi.